Salut! Dans la première vidéo, on a introduit les intuitions qui définissent l'expérience naïve que l'on fait de l'existence. On a évoqué quelques problèmes liés aux croyances, notamment vis-à-vis de la question du vrai et des attentes. Maintenant, il faut voir ça plus en détail. Donc partons de là. Vivre implique de se faire une idée de ce qu'est le monde. Il y a un ensemble de choses que l'on tient pour vraies à propos de la réalité dans son ensemble. À part Pyrrhon donc, comme on disait, personne ne vit sans se faire une idée de ce qu'est le monde. Déjà, il faut s'arrêter un instant parce que j'ai employé deux mots très relous en philosophie, le mot réalité et le verbe être. Je laisse être de côté pour le moment, c'est vraiment trop relou. La conception naïve de la réalité, comme on l'a dit, renvoie à ce qui m'entoure. Ce qui m'entoure semble exister indépendamment de moi. C'est ce qu'on appelle aussi le monde, ce qui me fait face, ce qui résiste à ma volonté. Par indépendant de moi, j'entends en fait indépendant de ma seule volonté. Je ne peux pas simplement décider que la réalité soit autrement, il faut que je me heurte à elle pour la transformer. Cette impression est problématique parce qu'elle n'est pas vraisemblable et qu'il semble pourtant impossible de s'en défaire dans notre expérience du quotidien. Je dis qu'elle n'est pas vraisemblable parce que, en réalité, il n'y a pas de face-à-face entre un sujet et un objet. L'état des connaissances disponibles nous encouragerait plutôt à dire qu'il y a de la matière qui forme un cerveau et que ce cerveau produit une expérience consciente. Puisque l'expérience consciente est générée par le cerveau, lui-même étant de la matière, elle est le monde. Elle est littéralement un produit, parmi tant d'autres, de ce qu'on appelle la réalité. L'expérience consciente n'est qu'en apparence séparée de la réalité. Pour refuser cette idée, il faudrait défendre un dualisme naïf, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait la réalité spirituelle d'un côté et le monde matériel de l'autre, que notre esprit serait indépendant de notre corps et qu'il serait le pur témoin de la réalité. Bon, en ce sens, puisque nous avons tous un cerveau, mais que nous n'avons pas tous le même cerveau, il y a des points communs à notre expérience consciente et des points de divergence. C'est important parce que cela veut dire que tout ce qui est perçu est réel, ce qui n'implique évidemment pas que toutes les perceptions se valent. On n'a pas encore abordé la question des valeurs. Mais toute expérience consciente est un morceau du monde. Et si nous voulons composer avec la réalité, il faut composer avec les différences de perception. Pour autant, l'impression dualiste est constitutive de notre expérience de l'existence. Combien, parmi ceux qui savent que l'esprit est un produit du corps, agissent effectivement à rebours de cette intuition dualiste? Quand on observe les débats, combien prennent en compte, par exemple, que le libre arbitre, aussi forte soit l'impression que nous avons d'en jouir, est une hypothèse de moins en moins crédible? Que ce face-à-face est une illusion, en quelque sorte. Faut-il essayer d'intégrer cette image scientifique à notre existence? Faut-il tenter d'en faire un levier pour modifier notre rapport instinctif à la vie? Et sinon, pourquoi? J'insiste là-dessus parce que trop souvent, les vidéos sur la rationalité ne présentent qu'un versant de la croyance consciente. Je crois que X est vrai. On met de côté ce qu'on pourrait appeler l'assimilation ou l'incorporation, le fait d'intégrer une croyance à son expérience, donc voir spontanément la réalité différemment. C'est une forme tout autre de rapport à la croyance, sûrement la plus accomplie. Et être rationnel, ce n'est pas être constamment en système 2, pour reprendre l'expression de Kahneman, c'est-à-dire dans la cognition lente, analytique, fatigante. Ce n'est pas éteindre tout rapport intuitif au monde. Devenir plus rationnel, c'est nourrir de meilleures intuitions. Donc comment choisit-on le savoir analytique à transformer en intuition? Pourquoi certains défenseurs de la pensée sceptique attaquent-ils leurs adversaires comme si nous étions des consciences libres et désincarnées? Cela procède-t-il d'une décision rationnelle? Ce n'est pas clair. Disons ceci pour le moment. L'expérience consciente dépend entièrement de conditions matérielles, au sens où elle dépend du corps, à la fois le cerveau et ma constitution organique, si mon estomac est douloureux, je le sens, tout bêtement, et de la réalité au sens large, c'est-à-dire aussi bien comme stimulation sensorielle, puisque mon expérience dépend du climat, de la lumière, etc., que comme stimulation affective, mon expérience dépend des causes de joie et de tristesse qui se trouvent autour de moi. Ce n'est pas pareil de vivre en temps de guerre ou en temps de prospérité pacifique, que comme stimulation intellectuelle, puisque mon expérience dépend du savoir à disposition, savoir qui lui-même est tributaire évidemment de la réalité matérielle prise au sens large, les outils techniques, les outils de diffusion et de transmission, etc. Nous éprouvons la vie comme si notre expérience consciente était relativement indépendante de toutes ces conditions. Je dis relativement indépendante parce qu'on a l'intuition que notre expérience sensorielle dépend de la réalité matérielle, mais nous avons aussi l'intuition que nos sentiments et nos idées existent selon une logique propre. Par exemple, si j'ai chaud, je comprends que c'est une affaire de température. En revanche, si je suis triste et que je me demande pourquoi, je ne cherche pas spontanément la cause dans mon corps. Je cherche à produire une interprétation psychologique. Je ressens ma tristesse comme une chose qui tient à des représentations, à des idées. Parfois, il est impossible de démêler l'idée de son incarnation dans le corps. Par exemple, si je vis un deuil ou une rupture. Là, il est compréhensible qu'on ne cherche pas à réduire ça à des mécanismes biologiques. Mais très souvent, notre humeur change d'elle-même. On subit alors les représentations associées à ce changement, sans se souvenir que si c'est bien notre corps qui produit nos humeurs, alors peut-être que ces représentations ne tiennent à rien d'autre qu'à un mouvement physiologique.
Par exemple, on a découvert que des juges étaient plus cléments après avoir déjeuné. Évidemment, ils ne s'en rendaient pas compte. C'est quand même pas anodin. Et puis aussi, on a l'intuition d'être lucide. L'intuition qu'on est capable de faire la part des choses. On pense qu'il y a d'un côté la réalité, à laquelle on a accès par la perception, et de l'autre, ce qu'on pense et ressent. Notre perception du monde ne serait en aucun cas influencée par notre humeur ou nos préférences, donc les valeurs auxquelles on adhère. On ne pense pas toute la journée que la manière avec laquelle le monde nous apparaît dépend de ce que nous sommes. Cet oubli n'est pas anodin du tout, on l'entretient constamment. On a donc des croyances qui, à nos yeux, décrivent la réalité en tant que monde qui nous transcende. Aussi bien, je crois qu'il y a une pomme devant moi, je crois que le soleil se lèvera demain, je crois que j'ai rêvé de Jean-Claude Van Damme cette nuit, je crois que je suis amoureux de telle personne. Mais également, des croyances relatives à des choses plus complexes, sur le fonctionnement du monde. On peut croire à la méritocratie, penser que l'être humain est doué de libre arbitre, comme on disait, on peut se faire une idée de la répartition des richesses dans le monde, voire même se faire une conception de ce qu'est la justice, de ce que devrait être le fonctionnement de la zone euro, etc. On peut essayer de classer nos croyances en fonction de différents critères. Par exemple, selon qu'elles sont plutôt simples ou plutôt complexes, et selon qu'elles se rapportent à moi-même ou au monde. Comme « Je crois que j'ai besoin de dormir » ou « Je crois que ma colère était en fait l'expression d'une tristesse ». Et pour le monde, « Je crois que Spinoza est l'auteur de l'éthique » ou « Je crois en l'existence du boson de Higgs ». Notez qu'il y a des expressions un peu ambiguës. Il fait froid. On semble décrire le monde, mais en fait on parle de ce qu'on ressent. Il y a des croyances sur le monde d'un autre ordre, comme « C'est lui qui est responsable de leur dispute » ou « Cette expérience a changé sa vie » ou « Il est tombé amoureux d'elle parce qu'il admire son intelligence ». Ici, on a affaire à des interprétations et des spéculations. Ce qu'il faut noter, c'est que même si ces énoncés prétendent décrire quelque chose qui serait la réalité, on a généralement conscience au moment où on les formule qu'on ne pourra jamais vraiment vérifier s'ils sont justes. On projette des états mentaux chez l'autre. Remarquons que ce n'est pas rien tout de même, comme attitude, de s'autoriser à penser qu'autrui a fait ceci parce qu'il pensait cela. Mais il semble qu'on ne puisse pas s'en empêcher. Il y a donc cette autre catégorie de croyances encore plus complexe, les phrases relatives à ce qui est bon ou mauvais, et donc à ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Il ne devrait pas faire des études de philosophie, on ne trouve pas de métier après ça. C'est au gouvernement de prendre des mesures écologiques fermes. Il devrait arrêter de manger de la viande. Ça engage ce qu'on appelle l'éthique. Ce n'est pas anodin de déclarer que telle chose est bonne et telle chose mauvaise. Si c'est logique de se dire qu'il faut prendre le temps d'interroger les énoncés relatifs à la morale, il ne faut pas non plus perdre un temps inutile à questionner toutes nos intentions. Par exemple, torturer un enfant, ça me semble intuitivement immoral. Peut-être que je pourrais passer du temps à me demander ce qui fonde cette intuition, mais je ne suis pas sûr que ce soit super intéressant de remettre ça en cause. Il est souvent très difficile de douter de nos intuitions morales. La torture, l'esclavage, la cruauté, on n'en doute pas, on le sent au plus profond de nous. On a envie de dire « je le sais parce que je le sens dans mes tripes ». Mais ça ne peut pas suffire à justifier une croyance morale de dire ça. Tous les machos du monde ressentent dans leurs tripes la supériorité masculine, tous les pro-life ressentent dans leurs tripes l'horreur morale de l'avortement, tous les islamophobes ressentent dans leurs tripes le danger de l'islam. Comment distinguer les cas qui méritent d'être interrogés des autres? Peut-être tout simplement quand des gens disent le contraire. Et quand c'est le cas, on peut faire appel à la raison pour établir des critères et essayer de résoudre la question. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est théoriquement possible. L'investigation rationnelle suppose de mettre en lumière les liens entre les sentiments et les croyances morales afin d'espérer un consensus ou, à minima, une meilleure compréhension mutuelle. Si être rationnel supposait de ne jamais s'occuper de morale, alors ça ne serait pas très intéressant. Le point de vue des uns et des autres est fondé sur des sentiments et des raisons. Il faut sans doute éclairer comment ces énoncés s'articulent pour réussir à faire la différence entre un énoncé moral crédible et un énoncé moral douteux. Ce qui ne veut pas dire que c'est la présence de sentiments qui rend un énoncé douteux. Vouloir me sentir en sécurité, c'est un sentiment qui fonde un droit, et ça n'a pas la même valeur morale que le sentiment qui donne envie de dominer autrui, par exemple. Souvent, les justifications apportées par les uns et par les autres sont justement, ça tombe bien, des descriptions de la réalité. Historiquement, le racisme a commencé par s'inventer des justifications biologiques, par exemple. Aujourd'hui, ce serait plutôt des justifications culturelles. Les premières étaient plus faciles à débunker que les secondes. Idéalement, quand on peut démontrer que le fondement factuel est erroné, la croyance morale devrait être abandonnée. Le problème, c'est que les propositions morales ne sont pas que des juxtapositions de croyances factuelles. Ce sont aussi des désirs, des projections autour de ce que pourrait devenir la société. Elles participent d'une idéologie. Ce sont deux dimensions à interroger. Croire que l'on est dépourvu de toute idéologie simplement parce que l'on n'adhère pas consciemment à une idéologie est terriblement naïf. Et c'est dangereux. C'est prendre le risque de perpétuer une idéologie sans s'en rendre compte. Peut-être qu'on peut faire cette hypothèse. Plus une croyance morale suppose, pour être justifiée, d'explications complexes,
plus il semble judicieux de la traiter avec circonspection. Si j'ai une intuition forte que l'avortement c'est mal, mais que pour le prouver, il faut en passer par des considérations très complexes autour du statut du fœtus, de ce qui définit une vie humaine, peut-être que je devrais tempérer mon intuition. Parce que si je suis mon intuition sans réfléchir, je peux militer contre l'avortement et mon militantisme pourrait avoir un impact concret sur la vie de certaines personnes. Donc avant d'agir en vertu d'une position morale, il convient de se demander à quel point on a confiance en elle. Si je suis incapable d'étayer ma position, si je n'ai pour la justifier que mon sentiment, alors peut-être ai-je le devoir, en vertu de la règle d'or, de contraindre les réflexes moraux induits par cette croyance. Vous connaissez sans doute le principe zététique, une affirmation extraordinaire demande des preuves extraordinaires. Mais on l'entend surtout pour des croyances surprenantes du type la Terre est plate. Ce serait intéressant de l'appliquer à ces affirmations du quotidien d'apparence moins spectaculaire, mais qui sont au fond très présomptueuses, comme la spéculation sur les intentions d'une personne ou sur la moralité d'une décision, puisque ce sont là des choses finalement très complexes et incertaines. On pourrait donc défendre l'idée que toute interprétation ou spéculation demande d'être étayée, et que toute proposition relative à ce que l'on doit ou ne doit pas faire requiert à minima une explicitation aussi fine que possible de ce qui fonde la perspective morale qui se cache derrière la croyance. Les croyances relatives à la psychologie d'autrui et à la morale sont parmi les choses les plus importantes de notre existence. C'est ce qui va définir notre comportement en général. Il apparaît donc indispensable de se demander quelles sont les croyances derrière mes croyances. Qu'est-ce qui me pousse à croire qu'il faut agir ainsi ? Bon, c'est tout pour cette fois, mais je vous encourage encore à aller voir la suite.